Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant l'audition de Frédéric Cuvillier. Le secrétaire d'État au transport est interrogé sur le projet de loi de réforme ferroviaire. Un texte qui inquiète les syndicats et qui est à l'origine d'un important mouvement de grève de la SNCF depuis 2 jours. Frédéric Cuvillier qui campe sur ses positions. Il juge indispensable cette réforme du système ferroviaire pour sauver le rail qui est en danger en France, en danger du fait d'une dette importante de 40 milliards d'euros. Le texte vise donc à rapprocher la SNCF et RFF, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires, et à préparer son ouverture totale à la concurrence. Mais pour les syndicats, ce projet ne règle en rien le problème de l'endettement et ne va pas assez loin dans la réunification des 2 structures séparées en 1997. Voilà, tout de suite, donc, on va écouter Frédéric Cuvillier. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci à Monsieur le Ministre d'être venu une nouvelle fois au Sénat, puisque, vous faisait la remarque tout à l'heure, il vient souvent au Sénat. Et c'est vrai que, après une phase de concertation, la réforme ferroviaire est maintenant rentrée dans la phase parlementaire, et je dirais même dans l'actualité. La commission du développement durable de l'Assemblée nationale s'est prononcée la semaine dernière. Nos collègues députés examineront le projet de loi en séance publique la semaine prochaine, et de notre côté, nous l'examinerons donc en commission le mercredi 25 juin prochain et en séance début juillet. Il est bon donc que nous puissions aborder dans le détail cette réforme. C'est pourquoi nous souhaitons vous entendre, Monsieur le Ministre. Bien sûr, cette audition intervient dans un contexte social un peu particulier, dont tout le monde dit que vous avez la clé de pouvoir en quelque sorte remettre les choses dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est important de savoir sur ce sujet, si vous pouvez nous dire quelques mots de la manière dont pourrait s'arrêter ce conflit qui, évidemment, tombe très mal. Monsieur Michel Teston, bien sûr, notre rapporteur vous interrogera le premier, et puis après votre intervention, et puis s'il le souhaite et s'il en a le temps, mais peut-être que ce ne sera pas le cas, le président François Patria, qui est ici au titre de son rapport de la Commission des finances, le fera également. Beaucoup de sujets intéressent nos collègues, en particulier bien sûr le problème de la dette que nous avons longuement abordé au cours des 2 auditions précédentes. Nous avons donc auditionné M. Guillaume Pépi, M. Jacques Rapoport ce matin. Et bien sûr, ces sujets ont été abordés, mais nous espérons aussi que vous pourrez nous donner quelques informations. Un autre sujet important, la place des régions dans ce dispositif, avec deux éléments d'actualité. Comment va s'articuler ce texte avec celui de la réforme territoriale, et notamment la refonte des cartes des régions. Où en est-on de l'avancement des volets de mobilité dans les futurs contrats de projet intra-région? Bien sûr, ce sont des sujets d'actualité sur lesquels beaucoup s'interrogent. Et enfin, toujours en matière d'aménagement de territoire, quelle est la position du gouvernement sur le maintien et la réhabilitation des lignes secondaires qui contribuent au désenclavement des territoires tout court et des territoires ruraux, et comment développer la mobilité d'une manière plus durable? Voilà donc les quelques questions que nous avons recueillies, discutées, et bien sûr nous attendons, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous en parler avec la franchise et la compétence dont vous avez toujours fait preuve quand vous êtes venu ici au Sénat. Voilà. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Vous avez une bonne demi-heure, si vous le voulez, plus si vous en avez besoin. Et tous très conscients de l'importance de ce débat. Ce matin, des mots très forts ont été employés, donc, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci pour votre indulgence, d'abord, et pour les propos agréables à entendre, surtout lorsqu'on est en charge des transports, et que l'actualité est quotidienne et souvent actualité sociale. Peut-être un mot sur cette actualité pour faire le point de ce que les inquiétudes, elles sont exprimées sous des formes différentes. Un certain nombre d'organisations ont décidé d'engager une grève reconductible. D'autres, au contraire, ont souhaité poursuivre le dialogue, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que lorsqu'on est en grève, il n'y a pas de dialogue, loin s'en faut, mais sous des formes différentes. Et j'ai indiqué que, alors même que nous sommes en contact depuis plus d'1 an et demi avec l'ensemble des organisations syndicales,
nous serions à leur disposition dès ce soir. J'ai anticipé, j'avais donné rendez-vous aux organisations syndicales avant même que ce préavis de grève ne soit lancé et exercé. Mais j'ai anticipé autant que de besoin cette rencontre qui sera ce soir un tour d'horizon de la situation et qui se poursuivra demain matin, demain après-midi, peut-être au-delà si c'est nécessaire. En tout cas, je me rendrai le plus largement disponible pour pouvoir relever les défis. Et c'est important de l'explication de ce projet de loi. Maintenant, le Parlement et la Haute Assemblée en est également saisie, sera appelé à faire évoluer ce texte. Ce que j'ai d'ailleurs indiqué aux organisations syndicales. La procédure législative, elle est aussi là pour enrichir, amender par nature et améliorer autant que de besoin. Donc je n'ai pas là de souci de susceptibilité d'auteur. Au contraire, je pense que la co-rédaction, surtout lorsqu'elle est parlementaire, est nécessaire pour pouvoir avoir un texte qui soit le plus opérationnel sur des orientations qui sont des orientations visant à renforcer le service public et de peut-être préciser, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, des reportages sur les lieux de grève, qu'il n'y a pas pour objet dans ce texte de privatisation ou de libéralisation. C'est un sujet et un débat, voire même un combat qui se mène ailleurs. Je ferai le point dans quelques secondes de ce contexte européen. Rappelez-vous que le gouvernement avait, dès ses premiers jours, indiqué qu'il n'anticiperait pas la libéralisation telle que voulue par l'Europe et que dans la discussion du 4e paquet ferroviaire, j'y reviendrai, au contraire, nous souhaiterions et nous souhaitions et nous souhaitons faire en sorte que la voix de la France soit portée haut sur la spécificité de l'organisation ferroviaire. J'y reviendrai. Donc c'est un premier point. Et d'autre part, la question des statuts, dont on dit qu'elle serait indirectement contenue dans ce texte. Non, ce qui est une réalité, c'est prenant exemple et appui sur une expérience malheureuse de libéralisation mal préparée du fret, qui ne traitait pas la question des conditions salariales, nous avions et nous avons aujourd'hui un fret ferroviaire qui est, malgré la présence d'une vingtaine d'opérateurs différents, avec des statuts totalement différents eux-mêmes, avec des règles qui ne sont pas harmonisées et surtout avec des conditions de dialogue social qui ne peuvent pas s'exprimer, de sorte que ce que nous souhaitons, et nous le renvoyons après au dialogue social, à la discussion, c'est qu'il existe, qu'il se mette en place devant la multiplicité des opérateurs ferroviaires, et ça ne va que augmenter, qu'il y ait une convention collective applicable à l'ensemble de l'activité ferroviaire. C'est indispensable. Sinon, il y a distorsion, sinon il y a une concurrence qui sera effective, là, au moment où elle s'imposera, mais elle doit être une concurrence sur des bases claires et non pas génératrice d'une forme de dumping, y compris dans le ferroviaire. Je me bats suffisamment dans le transport routier, dans le transport maritime, et vous en êtes les témoins et même les acteurs par les textes que nous votons, pour essayer de faire en sorte que nous puissions avoir des règles harmonisées, des règles tirant vers le haut et qui évitent des formes de concurrence déloyale d'un point de vue social, donc un statut social harmonisé. Eh bien, il en va de même pour le ferroviaire. Or, cette question n'a pas été traitée et il est urgent de le traiter avant même que de nouveaux acteurs ferroviaires ne viennent intervenir dans le cadre d'une libéralisation future qui ne sera, je le répète, pas anticipée et qui nous impose en revanche l'impérieuse nécessité de préparer notre service public, notre établissement public, aux enjeux de cette réalité, de ce cadre qui sera évolutif. Alors, j'ai parlé très rapidement du 4e paquet, peut-être ferroviaire, peut-être puis-je donner d'entrée de jeu cette dimension européenne. Vous vous souvenez, d'ailleurs, ici même, un certain nombre de questions m'avaient été posées il y a 2 ans sur la compatibilité de notre projet de loi, qui n'en était que premières esquisses et les premières rédactions,
et notamment sur le fait que nous serions rattrapés par le 4e paquet ferroviaire et que celui-ci nous imposerait un modèle d'organisation. Il n'en est rien, et je l'avais d'ailleurs indiqué devant votre commission, qu'il était important que nous puissions obtenir de la part de l'Europe une forme de reconnaissance du principe de subsidiarité quant à l'organisation même des systèmes ferroviaires. C'est vrai pour la France, c'est vrai d'autres pays. Et cette position a été rejointe par un certain nombre d'acteurs européens qui, tirant conséquence de ce qu'est le ferroviaire, c'est-à-dire une évolution, une construction de l'État même, du domaine, du patrimoine de l'État, il fallait que nous puissions avoir une Europe du transport, et particulièrement du ferroviaire, qui permettent d'avoir des réseaux à la dimension européenne, et que nous puissions être efficaces sur cette interopérabilité nécessaire sur des frontières souvent techniques ou de réglementation qui doivent tomber, mais que l'organisation n'était pas celle qui devait être commandée par une forme de pensée unique qui est la pensée unique du commissaire Kallas, Sim Kallas, l'unbuilding, cher à son dogme, qui serait la séparation absolue, étanche, un peu anticipée en 97 par la loi de 97, et on en voit les conséquences. Nous avons aussi discuté beaucoup au niveau européen, je le dis parce que le paquet politique, 4e paquet ferroviaire, que l'on m'agitait comme une forme d'épouvantail, non seulement n'a pas été voté sur la gouvernance, pas encore, et pas avant, à mon sens, 2015, mais en plus, et donc l'intérêt est grand de pouvoir avoir nous-mêmes une législation qui influence et qui pèse sur l'organisation européenne de demain. Et par ailleurs, la question du financement par les gestionnaires d'infrastructures ou au profit des gestionnaires d'infrastructures était une question extrêmement importante. Et je crois pouvoir dire, mais j'aurai l'occasion d'être plus précis lors des débats, que le modèle que nous pouvons mettre en place permet d'assurer une forme de contribution au financement des infrastructures par le transporteur, et en l'occurrence ce sera la SNCF Mobilité au même titre que d'autres, permettant ainsi de réduire le fardeau de la dette. C'est un enjeu qui était un enjeu indispensable parce que l'Europe, dans un premier temps, souhaitait au contraire que l'on coupe les liens capitalistiques ou financiers entre les différentes entités, mais dans le sens du soutien à l'infrastructure, contrairement à d'autres pays qui, au contraire, par l'infrastructure, financent le transporteur, nous avons, de ce point de vue, je crois, pleine reconnaissance de l'eurocompatibilité de cette logique, qui est une logique de préservation du bien commun, du patrimoine commun, c'est-à-dire l'infrastructure trop souvent, trop longtemps négligée, doit être la priorité, y compris dans les modes de financement. Voilà pourquoi cette question et ce combat, cette discussion au niveau européen était extrêmement, et l'est encore, sensible, et qu'il fallait mener de front cet enjeu, parce que nous ne pouvions pas ne pas compter, comme ce fut trop longtemps le cas, sur la spécificité ferroviaire, ne pas porter notre conception même de la réalité du service public, des obligations de service public. J'ai encore dit à mon homologue, M. Lupi, lors du dernier ministre italien des Transports, qui assurera la présidence pour les 6 prochains mois, que l'on ne pouvait aborder la question de la gouvernance et donc d'une forme de libéralisation dans le calendrier sans, dans le même temps, et préalablement, que l'on définisse les obligations de service public. Parce que dans ce cas, vous auriez des attributions, et nous savons combien, lorsqu'il n'y a pas de cadre préétabli répondant à ce qui se trouve être des enjeux d'aménagement du territoire, d'équilibre des investissements, nous aurions alors des formes de privatisation ou de libéralisation sur des lignes rentables, et au contraire une nationalisation au sens large, avec les collectivités, avec l'État, sur des lignes qui sont des lignes qui n'ont pas le trafic suffisant pour être rentables. Donc, le cadre de l'obligation de service public est extrêmement important.
C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux au niveau européen à défendre cette conception, mais lorsque la France, et lorsqu'elle est soutenue et respectée par ses partenaires, pose le problème de cette nécessité de reconnaissance de la spécificité même du service public, de cet enjeu d'intérêt général, alors elle est écoutée. Mais elle est écoutée à condition qu'elle ne plaide pas en interne une séparation. Je rencontrais mon prédécesseur à l'instant en question d'actualité à l'Assemblée nationale, lui indiquant combien sa vision séparatiste avait fait du mal, non seulement par les dysfonctionnements, parce que c'est là, au-delà de l'enjeu européen, ce qui nous préoccupe, de pouvoir assurer, ce qui est une attente des cheminots, mais c'est une attente prioritairement des usagers, des collectivités, des régions qui financent largement le ferroviaire, que ce séparatisme avait amené à des dysfonctionnements. Et il n'est jamais une mauvaise chose que de reconnaître des erreurs ou des voies qui n'amenaient pas vers la réussite. Aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est du confort, c'est de la régularité, c'est de l'entretien des voies, c'est une stratégie. Et précisément, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions organiser une véritable et rendre aussi ce débat-là qui est légitime aux représentants de la nation, que sont les parlementaires, que nous puissions avoir une stratégie définie pour la nation, une stratégie du ferroviaire, avec régulièrement un rendu d'étape et d'un contrôle. Pourquoi l'État qui était absent, considérant que la politique ferroviaire devait être opérée par la seule SNCF, elle-même séparée dans ses fonctions, eh bien, nous avons souhaité remettre la légitimité au niveau du Parlement par la nécessité de présenter l'orientation de la politique ferroviaire et puis par la composition des organes directeurs. J'y reviendrai dans quelques instants. Présence de l'État réaffirmée. Elle n'est qu'à un tiers du conseil d'administration actuel de la SNCF. Ce n'est pas suffisant. Elle doit être majoritaire, cette présence de l'État. Des régions qui aujourd'hui réclament légitimement un certain nombre de reconnaissances et de transparence dans la façon dont les choses sont réglées. Et il est vrai que dans l'évolution, y compris de la décentralisation et de la carte territoriale, il faut que les régions puisqu'elles financent déjà, et puisque la clarification des compétences viendra à leur transmettre une part plus importante de la compétence sur les transports, et bien qu'elles soient aussi des acteurs de ce grand défi de la modernisation du transport ferroviaire. Alors, nous devons améliorer la qualité du service public, nous devons maîtriser également sa trajectoire financière, nous devons aborder la question du cadre social, ou en tout cas les grandes règles permettant d'assurer les lieux et moyens du dialogue social. Et il faut pour cela que nous puissions avoir un système qui ne soit pas handicapé par la gouvernance. Le handicap de la gouvernance, c'est d'avoir des missions qui sont des missions éclatées, alors même qu'elles doivent être rassemblées. Et ces missions, je pense à l'infrastructure, qui aujourd'hui se trouve être une organisation assez étrange, tellement étrange qu'y compris les gens du ferroviaire s'y retrouvent peu, entre la DCF, entre la SNCF Infra, qui eux-mêmes interviennent à la demande des RFF, laquelle RFF représente 1500 agents sur 150 000 agents de la famille cheminote. C'est dire combien il nous faut simplifier, tout simplement, et faire que nous puissions avoir un secteur public, une entreprise publique unifiée, qui elle-même clarifie les missions en son sein. Deux établissements publics qui seront, d'une part, pour simplifier, beaucoup plus complexe, il y a 600 filiales dans la SNCF, mais deux grands corps de métier, l'infrastructure, la gestion de l'infrastructure et la mobilité par SNCF Mobilité. Bien sûr, allez-vous me dire, mais nous sommes dans un contexte où l'ouverture d'un certain nombre de marchés devra assurer des règles du jeu qui soient des règles du jeu transparentes dans l'attribution des sillons, dans le respect des différents intervenants, bref, ce que l'on appelle les missions essentielles, la tarification. Et il est évident que le régulateur aura sa mission.
Mais faut-il, parce que certaines fonctions dites essentielles doivent être exercées sans emprise de la part de la SNCF Mobilité, éclater un système, alors même que nous avons besoin d'avoir des personnes qui travaillent dans la même direction, dans le même sens, avec la même volonté, là où, pendant des années, on leur a appris à ne pas collaborer, à ne pas se rencontrer et à jouer de la défiance. Je souhaite donc renforcer le secteur public avec vous, donner à la nation les moyens de définir sa stratégie ferroviaire, j'y faisais référence, placer l'État en état stratège avec des moyens de financer et de piloter les acteurs publics et mettre fin à l'enchevêtrement des responsabilités, c'est une nécessité. Et pour ça, il faut, et ce sera peut-être la première fois depuis de très longues années que nous aborderons ce sujet, il nous faut prendre à bras-le-corps la question de la dette et des réalités de cet endettement. 40 milliards aujourd'hui d'endettement, car près de 2,5 milliards à 3 milliards d'accroissement automatique de la dette, sans un travaux supplémentaires. Accroissement automatique de la dette qui vient bien évidemment obérer toute forme d'efficacité de cette organisation. Je veux dire que si nous ne faisons rien, c'est une question de responsabilité, je le dirai ce soir aux organisations syndicales, si nous ne faisons rien, et je pourrais être comme d'autres, en considérant que des successeurs, parce qu'ils sont successeurs, sont plus malins que soi-même, et donc auront plus de compétences et de capacités à apporter des réponses à des sujets qui n'auront fait que croître et non pas embellir pour le coup, mais au contraire se durcir dans la prise en compte de la réalité. Non, il nous faut non pas transmettre aux générations qui viennent par un manque de courage politique. Je sais que cette question est difficile à aborder. Je sais combien il y a des forces antagonistes et contradictoires. Mais je sais aussi que si nous n'assumons pas cela, si nous n'essayons pas de travailler tous ensemble, collectivités, État, acteurs du ferroviaire, organisations syndicales, à rétablir une perspective du secteur ferroviaire, alors nous, d'abord, n'assumons pas nos responsabilités, mais aussi nous ne nous donnons pas de perspective d'avenir au ferroviaire. Si nous ne faisons rien dans 10 ans, ce sont 80 milliards d'euros de déficit. Certains disent, mais il faut que l'État prenne à son compte la dette. Mais je ne ferai pas usage d'une éponge magique qui pourrait automatiquement effacer cette dette. D'abord parce que ce ne serait pas vertueux. Et par ailleurs, parce que je n'en ai pas le pouvoir, et que le ministère des Transports n'est pas encore situé assez près de la Seine pour pouvoir prendre des décisions à caractère... ça compte aussi. Mais prenant en compte cette réalité, et elle n'est pas mince, la réalité politique, il faut toujours l'intégrer pour en faire plutôt un atout qu'un inconvénient et une faiblesse, je me dis que c'est l'occasion pour nous de démontrer que l'objectif est celui de la stabilisation de la dette. Si nous ne faisons pas des réformes de structure, Madame la Ministre, j'ai plaisir à vous saluer, si nous ne faisons pas ces réformes, si nous ne stabilisons pas la dette, alors il ne sera pas de bonne administration, de bonne économie et de bonne gestion que de demander à l'État automatiquement d'intervenir sur des dettes aussi importantes. Faisons la démonstration de l'efficacité du secteur ferroviaire. Faisons les réformes de structure nécessaires. Donnons de la compétitivité, et ce n'est pas un gros mot, donnons de la compétitivité, de la productivité au secteur ferroviaire et donnons-lui les moyens de pouvoir relever ce défi et surtout supprimer ce fardeau. Un certain nombre de dispositions sont mises en œuvre et j'y reviendrai en répondant plutôt à vos questions. Nous avons donc la nécessité de répondre à un enjeu plus large que l'opérateur historique. Parce que je ne veux pas que l'on considère que notre travail et votre mission, qui sera la mission législative, ne concerne qu'une réforme de la SNCF ou du groupe SNCF. Il s'agit bien de l'ensemble du ferroviaire. Et lorsque je dis que la nécessité pour nous est d'avoir une stratégie ferroviaire,
C'est précisément parce que la stratégie ferroviaire, elle passe aussi par l'ensemble des acteurs du ferroviaire. C'est dans ce sens que le projet de loi crée un haut comité du ferroviaire permettant aux parties prenantes, État, régions, entreprises ferroviaires, usagers, que l'on doit entendre, organisations syndicales, de débattre des stratégies nécessaires, de la stratégie nationale de l'ensemble du système ferroviaire. Et puis, je répondrai bien sûr à vos questions sur le lien à l'intérieur de ce groupe public ferroviaire fort, contrôlé par l'État, par les personnes publiques. Je le dis parce qu'on me dit, j'entends que le projet de loi serait l'éclatement de la SNCF en 3 entités. Il y a 3 entités. Bien sûr qu'il y a 3 entités. Il y a en tout cas 2 entités sous une entité qui est l'entité de la stratégie, de la réunification, de la décision et du pilotage du ferroviaire. Vous avez un groupe, et un groupe c'est plusieurs entités, en effet, mais qui sont des entités reliées. Ce sont des entités qui sont non pas autonomes, comme certains souhaiteraient les avoir, mais au contraire reliés avec un lien fort qui permette de donner des directions à l'organisation. Et de ce point de vue, je ferai, je le dis, et je compte sur les amendements des parlementaires, en sorte que nous ayons un groupe, et je le dirai aux organisations syndicales ce soir, un groupe qui puisse avoir des liens avec ces établissements publics dont lesquels dépendent du groupe de tête, des liens suffisamment serrés pour que l'on ne puisse pas revenir sur cette organisation au bénéfice d'une malheureuse alternance qui, si elle devait intervenir, ce que nous ne souhaitons pas. Oui, mais non, parce que j'avais. Si vous savez, la grève existe de façon massive aussi, c'est parce qu'il y a eu des voix qui se sont élevées et qui ont dit mais lorsque nous allons revenir, nous couperons le lien entre l'entité mère et les 2 entités filles. Eh bien, j'ai entendu ce message et cette prévention et qui me renforce dans la nécessité de renforcer ces liens de sorte qu'il ne puisse y avoir ni opération de ciseaux ou de tenaille, mais au contraire qu'il y ait un groupe public ferroviaire qui s'inscrive dans le temps et dans la stabilité. Et c'est indispensable. Donc de ce point de vue, merci de nous avoir prévenus des parfois songes qui inquiètent et qui seraient de mauvaise gestion si cela, par malheur, devait arriver. Et donc, nous ferons tout pour qu'il n'en soit pas ainsi. Je reviendrai, selon vos questions, à l'organisation, le directoire, le président de SNCF Mobilité et SNCF Infra au sein d'un directoire, un conseil d'administration, les directeurs, de SNCF Infra et SNCF Mobilité qui constitueront le directoire, et puis un président du conseil de surveillance qui sera nommé par l'État et qui aura à non seulement exécuter les orientations du conseil de surveillance, mais également, en cas de désaccord, de trancher les questions stratégiques et de donner, là encore, pleine mesure de cette intégration. Je puis vous parler, mais je pense qu'il est préférable que ce soit sous la forme de questions, on risque d'être trop long et rébarbatif, mais à la fois de ce que l'ARAF aura comme mission, fixée par décret, enfin des missions qui seront prévues par la loi et des contrôles qui seront exercés par elle, par ce régulateur, par lui donc, notamment sur le ratio de la dette, sur la soutenabilité financière du contrat entre l'État et la SNCF Réseau, bref, un véritable rôle de régulateur qui sera nécessaire de conforter, contrairement à ce que j'ai pu lire ailleurs de ce projet de loi dont l'encre n'était pas même sèche qu'il était
sur un certain nombre de dispositions déjà mises en cause à tort, puisque l'encre, si elle n'était pas sèche, elle n'était donc pas lisible. Ça n'est précisément pas le sens d'un régulateur limité, d'un régulateur contrarié dans ses compétences, mais bien d'un régulateur qui assume la pertinence de l'ensemble de l'organisation. On parlera également des questions sociales, sur la nécessité de créer les conditions d'un cadre social modernisé, un décret socle qui posera les principales règles communes pour le secteur ferroviaire, notamment au regard des exigences de sécurité, de continuité de service public du système, et la négociation de conventions collectives nationales qui s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche ferroviaire, EPIC, mais aussi autres opérateurs ferroviaires, donc, et des négociations d'entreprises là où ce sera engagé, ce devra être engagé dans l'ensemble de ces entreprises, avec cette clarification des relations et des cadres, la mise en place des cadres de dialogue social, nous assurons, ce qui n'existe pas aujourd'hui, des dispositifs permettant d'avoir un cadre social commun, des règles sociales communes et surtout d'avoir la possibilité d'éviter qu'il n'y ait des distorsions qui soient des distorsions pour le coup social au détriment d'opérateurs qui eux-mêmes ont la charge du service public. Voilà, je pense qu'il faut que je me taise pour laisser la place au débat. Provisoirement, Monsieur le Ministre. Bien, merci pour cette introduction de ce débat. Donc la parole est donnée à Monsieur Michel Teston et à François Patria, s'il peut rester un petit moment. Voilà, Michel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'avoir présenté de manière claire les principaux aspects du projet de loi de réforme ferroviaire. Quant à moi, fidèle à une tradition que j'ai mise en place déjà depuis quelques auditions sur ce sujet, je ne poserai que 4 questions, ce qui permettra aux autres membres de la Commission de pouvoir s'exprimer largement. Première question, elle porte sur la nécessité, à mon sens, de mettre l'accent sur le caractère intégré du futur groupe SNCF, ce qui suppose l'intégration sociale. Et cette question, bien évidemment, est au cœur de l'actualité. Alors pour moi, l'intégration suppose, d'affirmer la compétence exclusive de l'EPIC de tête en matière de gestion statutaire. C'est un aspect fondamental. Mais une bonne intégration sociale passe aussi par l'affirmation de l'unité du groupe. Alors à ce sujet, il me semble que la mise en place d'un comité central d'entreprise pourrait notamment y contribuer. Ce n'est pas le seul aspect, mais je me limiterai à donner cette indication sur l'état de mes réflexions en la matière. Alors, sans toutefois dévoiler, Monsieur le Ministre, je ne vous le demande pas, surtout pas, ce que vous pourrez dire ce soir et demain aux représentants syndicaux, pensez-vous qu'il soit souhaitable de renforcer le projet de loi dans ce sens-là? C'est important, bien sûr, pour le rapporteur que je suis ici au Sénat. Important de savoir quel est votre avis sur cette question de l'intégration sociale. Deuxième question, elle porte, et c'est aussi d'actualité, sur l'inquiétude des cheminots en matière de maintien de leur statut et de la future organisation du travail. Alors je rappelle qu'il n'a jamais été question dans ce projet de loi de remettre en cause le statut des cheminots. Par contre, s'agissant de l'organisation du travail, il y a une large concertation qui est en cours sous l'autorité de M. Bessières, et donc il me semble opportun, là aussi dans le contexte actuel, d'affirmer que l'harmonisation en la matière ne peut être que par le haut. Pouvez-vous nous dire quelque chose à ce stade sur ce sujet, parce que c'est un sujet également important. Troisième question, elle concerne la situation financière du système ferroviaire. On sait très bien qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Dans quelle mesure l'État participera-t-il à cet effort? Alors il y a diverses hypothèses, hein. Il y a la question de la dette d'État, il y a la question du dividende lorsqu'il existe, du dividende lorsqu'il y a un résultat donc à SNCF Mobilité.
Et puis il y a effectivement ce que l'État pourrait également accepter de ne pas percevoir comme recette, notamment fiscale. Quatrième et dernière question, la place des régions. Alors ici, le rapporteur pour avis de la Commission des finances est mieux placé que moi pour évoquer la place des régions, bien qu'il intervienne ici non pas en tant que président de région, mais en tant que rapporteur de la Commission des finances. Donc je me permettrai malgré tout, François, de dire quelques mots à ce sujet. Comment voyez-vous, Monsieur le Ministre, leur place dans la nouvelle organisation, tant en ce qui concerne le transport de voyageurs que le réseau? C'est la question de la représentation des régions au conseil d'administration de l'EPIC de tête, mais aussi au CA de SNCF Réseau. Il n'est pas question qu'il soit au CA de SNCF Mobilité, puisque si un jour il y avait, je ne le demande pas, moi, l'ouverture à la concurrence, bien évidemment, ça serait impossible pour les régions d'être dans le CA d'un des exploitants ferroviaires. Il y a aussi la question de la propriété des matériels roulants, c'est une question que posent à juste titre les régions. Et puis il y a la question de la liberté de tarification. J'arrête là parce que les questions posées par nos collègues élus régionaux sont plus nombreuses, mais j'ai promis de ne pas être trop long, donc je m'arrête là, Monsieur le Président. Michel Teston. Alors, Monsieur François Pétria, puis ensuite on demandera au ministre de vous répondre pour que vous puissiez écouter la réponse, Monsieur Pétria, puisque vous devez... Merci Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité, de m'accueillir, comme ce matin. À la suite, Monsieur le Ministre, une réunion qui a été fort intéressante ce matin, de la part du Monsieur Rapoport, sur la dette, sur les objectifs, sur les moyens, sur les difficultés et sur les priorités, qui imposent à RFF où sont à poser des choix, notamment en matière de train grande vitesse par rapport à nous disait ce matin, avec 300 millions d'euros par an, tout le système secondaire fonctionnerait bien. J'aimerais bien. Je n'ai pas repris sur ce sujet après, mais j'aimerais bien. Tant les sommes qui sont demandées aujourd'hui aux collectivités et qui sont engagées par vous-même, je l'espère d'ailleurs dans les futurs contrats de projet dont j'ai cru comprendre qu'il comportera un volet mobilité et que la seule priorité serait le réseau ferroviaire. Alors je ne vais pas parler ici au nom des régions, mais vous dire simplement que si les régions demain sont en responsabilité pour être celle qui gérera les stratégies mais aussi les transports, ça demandera des moyens comme le demande aujourd'hui l'entité SNCF, en tout cas des transports publics que nous voulons créer. Le chiffre qu'on a retenu ce matin d'ailleurs, c'était de dire que RFF empruntait 1 million par heure. 1 million par heure. Et 500 millions par an. Et 500 millions par mois. Et 500 millions par an, voilà, 1 million par heure. Donc on voit aujourd'hui le challenge que vous proposez quand il faut stabiliser la dette. J'ai entendu certains de nos collègues de ce matin, c'est bon, dire que même si la bonne volonté était là, ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Nous, on espère. Parce que nous soutenons ce projet et que nous souhaitons que demain, les erreurs du passé qui ont fait qu'il y ait des difficultés. Vous savez, quand le président de région interroge Guillaume Pépi et qu'il lui dit « Mais comment se fait-il que la convention augmente comme ça ?» Il me dit « Mais Monsieur le Président, c'est pas moi, c'est les péages qui augmentent et je vous les répercute. » Comme il nous répercute tout d'ailleurs, hein, y compris la retraite des agents de la SNCF, etc. Il nous le fait tout le temps. Je vous répercute ce qu'on impose la loi. Donc, on ne peut pas se renvoyer comme ça les responsabilités. D'où l'intérêt d'ailleurs de ce texte de loi, qui va permettre demain d'avoir une entité unique où les responsabilités comme les engagements seront partagés. Et ce que nous approuvons totalement. Donc, si demain, il doit y avoir des engagements avec les collectivités, il faudra bien, Monsieur le Ministre, qu'on soit d'accord sur les compétences des régions, c'est un aparté, mais aussi les ressources. Parce que demander aujourd'hui aux collectivités de payer les voies d'eau, de payer la voie ferrée, de payer les routes quand elles ne sont pas compétentes, voilà, j'entends bien, hein, et de faire marcher les trains avec 0,01 centime de TIPP qui n'a rien à voir avec le train, ça ne peut pas fonctionner comme ça longtemps. Donc il faudra, s'il y a une clarification des compétences, qu'il y ait aussi une clarification des ressources. C'est un autre sujet, mais je sais, parce que j'en ai souvent parlé avec vous, que vous y êtes sensible. Bon, je ne vais pas vous poser beaucoup de questions, parce que je vais devoir partir à la commission des finances sur le PLFR qui siège à la même heure, et je voudrais interroger aussi les ministres. Bon, pensez-vous qu'on pourra réellement stabiliser la dette à quel niveau, hein, dans les 5 ans? Faut-il, mais vous avez déjà répondu à la question, faut-il que l'État reprenne une partie de la dette, hein, parce qu'on a créé un outil avec un
un puits qui déjà trouve du pétrole aujourd'hui, hein, tellement c'est profond. Alors on lui avait créé comme tel. Vous avez parfois répondu, ça ne changera rien à la donne, il reste que RFF porte ce poids aujourd'hui et que peut-elle le porter, parce que c'est pas compris dans la dette de l'État, si j'ai compris. Hein, hein, c'est pas au total, hein, c'est à moitié. Hein, non, c'est pas compris. Donc, je vois bien l'intérêt, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu mieux? C'est peut-être la seule question. Là, vous avez dit j'ai compris qu'on devait gagner 1 milliard. Moi, j'ai défendu cette thèse devant les médias en début de semaine. 500 millions pour l'une et l'autre des entités, c'est déjà bien. Vous avez annoncé le chiffre, vous avez dit 80 ou 79 hier. Ça paraissait un peu démesuré ce matin aux auteurs que nous avons rencontrés par ailleurs. Mais voilà, c'est sur la dette un peu, je voulais vous interroger en disant, allez, pensez-vous réellement, même si on économise 1 milliard, qu'on pourra stabiliser la dette dans 5 ans, à quel niveau? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, sur la dette future, un peu soulager quand même l'outil pour pouvoir qu'il soit plus efficace demain? Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Monsieur le Ministre, peut-être pouvez-vous répondre à ces deux interlocuteurs. Peut-être commencer par les préoccupations régionales, je ne vais pas dire régionalistes, mais des représentants des régions, sur la place plus précisément des régions dans le système ferroviaire. C'est vrai qu'il est temps de saisir l'opportunité de ce projet de loi de réforme ferroviaire pour donner pleine mesure à la photographie même de l'organisation et du financement du ferroviaire. Et je comprends, même si j'en ai été victime, pas violenté, mais je comprends les réactions des présidents de région se tournant vers le ministre, interpellant le président de la SNCF, le président des RFF, en disant « mais nous participons au financement du ferroviaire ». Et de quelle manière? Tout ce qui a été de l'investissement majeur des trains régionaux qui ont amené à des augmentations d'ailleurs de l'offre, mais aussi de la demande, dans des conditions tout à fait extraordinaires, et un soutien de la filière ferroviaire industrielle. Ça n'est pas neutre. J'étais ce matin avec un grand groupe industriel du ferroviaire. Ce sont des emplois, ce sont des exportations, ce sont des innovations. C'est vrai dans l'infrastructure, c'est vrai pour le matériel roulant, un débat d'actualité sur les stratégies, c'est vrai des équipementiers, bref. Nous avons, et c'est pourquoi, enfin on pourra peut-être en parler, on n'est pas directement dans le cadre du projet de loi, mais la stratégie de filière ferroviaire que nous accompagnons avec Arnaud Montebourg est une stratégie extrêmement importante de pouvoir structurer la filière ferroviaire, filière industrielle de la même façon. Donc, dans la gouvernance, pour y revenir, la réalité de la participation au financement et à la définition des politiques de transport qui sera accrue dans le projet de décentralisation qui vous est soumis, amène à ce que, à la fois mais je réponds en même temps à Michel Teston, à la fois dans le conseil de surveillance de l'EPIC de tête, donc dans la structure de tête, il y aura des sièges, 2 sièges réservés aux régions, et ce sera également le cas dans le conseil d'administration de l'EPIC SNCF Réseau. Initialement, dans l'EPIC de tête, ça n'était pas prévu, d'abord parce qu'il faut bien faire attention à ce que ça ne touche pas des questions liées à la SNCF Mobilité, le jour venu. Enfin, aujourd'hui, la présence, elle est légitime et il nous appartiendra d'organiser le moment venu la participation sans qu'il y ait d'interférence avec les enjeux de SNCF Mobilité. Nous avons également, nous étudions favorablement. Ça vous permet d'avoir un état d'esprit. Les demandes qui sont les demandes émanant des régions concernant la propriété du matériel roulant. C'est une discussion que nous avons eue en commission à l'Assemblée nationale, que nous ne manquerons pas d'avoir ici. Simplement, aujourd'hui, je le disais à vos collègues de l'Assemblée,
la propriété du matériel roulant, elle est conçue comme bien de retour. Encore faut-il que ce ne soit pas une forme d'anticipation à la libéralisation, parce que ça n'a de sens que s'il s'agit de remettre à disposition en fin de contrat du matériel roulant à disposition d'autres opérateurs, et nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Pour autant, c'est vrai, les régions financent, par le biais de la SNCF. Alors peut-être, par intermédiaire de la SNCF, il y a certainement une évolution à apporter, parce qu'il est légitime que lorsqu'on achète quelque chose, ce ne soit pas celui qui l'achète en votre nom qui en soit propriétaire. C'est une forme de... Voilà. C'est vrai aussi de la propriété des biens immobiliers, mais de ce point de vue, nous avons encore à progresser sur ces questions. Et de la liberté tarifaire, je sais que c'est une revendication, j'y amène, et c'est mon rôle, quelques bémols. Cette liberté tarifaire, elle doit malgré tout garantir l'existence de tarifications sociales qui doivent être des tarifications sociales nationales. Donc, sous réserve, en tout cas c'est aujourd'hui l'état du texte, après un désaccord courtois, mais désaccord malgré tout, qui aboutit à forme de consensus, de négociation, d'un texte reconnaissant ou tendant vers la reconnaissance à une liberté tarifaire, sous réserve du maintien des tarifs sociaux et d'un certain nombre de taxes prises en compte par l'État au nom de la région, mais tout cela aura des taxes de comment ? Redevances d'accès. Alors je sais que ça fait débat, mais lorsque l'on parle argent, ça fait toujours débat. Et lorsque l'on veut pleine compétence, il faut que l'on ait pleine clarification de qui paie quoi, au nom de qui et pour faire quoi. Voilà, donc les avancées sur cette question. Pour ce qui est de l'équilibre financier, mais peut-être... oui, sur l'équilibre financier, le constat, c'est que de toute façon, les chiffres sont imparables. C'est vrai qu'ils sont éloquents. Vous n'avez pas en tête celui d'1 million par jour ou par heure ? Par heure. Par heure. 500 millions par Déjà mois. par jour. 500 millions par mois. Bon. C'est dire, il faut qu'on aille vite. C'est pour ça peut-être que le texte a été déclaré en urgence. Que tout le monde l'entende, c'est peut-être. Et que nous arrivions vite à un texte voté conforme. On a commencé, ça fait donc depuis ce matin. Ah oui, 8 heures. vous coûtez cher au système ferroviaire. Non, vous anticipez, vous gagnez du temps. Ça fait donc 8 heures. Est-ce qu'il y aura une démarche rétroactive 8 millions d'euros. Un stop the clock 8 millions d'euros depuis ce matin. Donc une dette qui progresse annuellement. Alors, selon que l'on intègre ou non les lignes LGV, sans esprit de polémique, mais en réalité, tout de même, puisque c'est une réalité que l'on doit assumer, les lignes LGV qui ont été engagées concomitamment, 4, alors même que la soutenabilité financière était d'une ligne LGV tous les 5-6 ans, 4 lignes LGV lancées quasiment dans la même période, vient nous lester le ferroviaire d'une façon insurmontable. Alors tant mieux pour ceux qui sont bénéficiaires de la grande vitesse, encore faut-il qu'elle ait un sens, mais ça c'est un autre débat, et c'est un débat de la stratégie ferroviaire que le Parlement devra avoir. Et actuellement, il n'y a pas ce lieu de débat et ce rendez-vous nécessaire. Donc, il y a des projections, après échange avec la SNCF, avec RFF. L'État, oui, cher monsieur le rapporteur, viendra porter sa contribution, notamment par le reversement des dividendes vers le gestionnaire unique d'infrastructure. Donc, abandonnera ces dividendes. C'est quand même 500 millions. Et permettra donc la consolidation au niveau du groupe des déficits fiscaux. Et cette consolidation sera intégrée dans le prochain collectif budgétaire. Bien. Les gains de production, la meilleure organisation, la politique d'achat, les fonctions support devraient permettre à la SNCF Mobilité d'organiser un plan
qui serait un plan touchant jusqu'à un gain d'1 milliard, nous soutient la SNCF. Je retiens le chiffre. Et pour sa part, SNCF Réseau évoque un plan de performance et de synergie de l'ordre de 900 millions. Alors c'est vrai que ce sont des enjeux difficiles à atteindre, mais il faut que l'on puisse s'en porter tous garants. C'est pour ça d'ailleurs que je fais d'autant plus à l'aise que cette invitation, qu'il est important, je réponds en cela à une transition vers les questions de Michel Teston, cadre social, discussion. Les organisations syndicales savent très bien l'état du ferroviaire. Et au-delà de cette période, qui sera une période un peu agitée de la discussion, c'est normal, chacun saisit du débat, mais je crois vraiment qu'elles savent là où il y a des gains d'efficacité, de productivité, de politique commerciale. Elles savent très bien sur le fret ce qui peut être mieux organisé. D'ailleurs, elles participent au groupe de travail que j'ai lancé. Et les organisations syndicales, les représentants des salariés, sont souvent avec des propositions qui, elles-mêmes, peuvent être génératrices de meilleurs résultats économiques du groupe. Donc, je ne suis pas pour une culture d'affrontement, je suis pour une culture de partage d'objectifs. Cet objectif-là, j'aimerais qu'il soit partagé par tous, et que ce ne soit pas M. Pépi, M. Rapoport, M. Cuvillier qui viennent vous livrer ces chiffres, moi parce qu'on me les a donnés, eux parce qu'ils les ont calculés, mais que ce soit à partir de ces chiffres une œuvre collective permettant de sauver le ferroviaire. Donc, dans ce cadre-là, il est souhaitable que nous puissions avoir des lieux, et peut-être même un suivi, nous verrons avec les organisations syndicales comment elles abordent la suite de cette réforme pour en assurer l'effectivité tant la difficulté est grande. J'ai été incomplet sur la dette, mais avant de revenir sur la question syndicale, c'est vrai que toute la dette ne sera pas diminuée par une stabilisation, par nature. Mais d'ores et déjà, si nous ne réglons pas ce problème de l'accroissement de la dette, il faut savoir que, et du traitement de la dette, qui doit être, je l'ai dit dans mon propos liminaire, par étapes, traitement de la dette après stabilisation, y compris organisationnelle, efficacité de l'organisation, c'est le contribuable qui sera appelé. Et nous ne souhaitons pas que le contribuable soit appelé à cela. Mais pour autant, de l'ordre de 10 milliards de dettes vient d'être je ne sais pas comment on peut dire, maastrichisé. En tout cas, bon, bref, comment ? Voilà, 10 milliards de dettes d'RFF sur les 37 qui sont considérées comme dettes qualifiées de dettes maastrichtiennes, et donc qui amènera à ce que l'effort collectif de la nation, et c'est le bien de la nation, vous n'avez pas de dire, c'est vrai, c'est le bien de la nation, c'est le bien de chacun d'entre nous. C'est pourquoi d'ailleurs, y compris dans le débat parlementaire, il pourra y avoir des évolutions sur la garantie du patrimoine national ferroviaire. Peut-être, alors je dis ça, généralement, mon cabinet est inquiet, ou la DGITM sont toujours inquiets que lorsque je fais des auditions, parce que je dis des choses comme ça, et ça dit... oui, mais il faut qu'on aille peut-être plus loin, si nous pouvons aller plus loin sur ces questions de reconnaissance du patrimoine de la nation, de l'appartenance du ferroviaire au patrimoine de la nation. C'est indispensable. Et ce sera peut-être une demande des syndicats, ce sera déjà une demande, alors sous quelle forme, comment, à nous de l'organiser avec vous. Voilà. Alors sur les questions plus sociales, l'organisation... D'abord, j'écouterai ce que diront les organisations syndicales ce soir et demain. Je regarderai dans quelle mesure il peut leur être apporté réponse. C'est vrai que ça n'est pas simple, mais je comprends aussi que l'attente d'une garantie d'intégration passe aussi par le niveau le plus élevé de la reconnaissance sociale, mais lesquels
amène aussi parfois à des dérogations des règles qui sont actuellement applicables en matière de représentation des salariés. Donc, faisons le point, mais nous anticipons et nous avons anticipé pour essayer d'apporter en tout cas des orientations à des réponses. Ce ne sont pas les rencontres boulevard Saint-Germain qui se substituent aux travaux parlementaires non plus. Donc, il faut que chacun ait bien conscience de son rôle. Mais c'est un point qui n'est pas fermé et qui doit nous permettre d'avoir des lieux notamment comité central d'entreprise à regarder, et puis les lieux de négociation collective. Quant au statut, le statut, vous l'avez indiqué, je l'ai rappelé, n'est pas mis en cause du tout. Voilà ce que je peux apporter. J'ai été suffisamment précis en réponse à M. Testot. Monsieur le Président, sénateur. Bien, merci. Monsieur le ministre, à ce niveau de discussion, puisque vous avez dit vous-même que nous étions entre nous, oui. Quand on voit la difficulté avec laquelle on traite ce problème de la dette, est-ce qu'on peut vous poser la question de savoir où en est-on de cette écotaxe? Parce qu'il y a quand même un peu d'argent là qui devrait être au rendez-vous. Et deuxièmement, comment, vous avez parlé de patrimoine, mais comment a-t-on pu brader le patrimoine autoroutier qui aujourd'hui a un bénéfice de 2 milliards. Est-ce que les organismes qui ont acheté, les banques, etc., ne pourraient pas faire un effort? Ne peut-on pas faire de ce problème-là un problème où tout le monde apporterait sa contribution? Parce qu'à coût de 500 millions par-ci, 500 millions par-là, entre nous soit dit, bon, puisqu'on est entre nous, ça va durer un certain temps. Et à raison de 500 millions par mois, c'est quand même effrayant. Donc, moi, je vous le dis très sincèrement, c'est pas mon habitude, je n'interviens pas quand mes collègues interviennent, mais ces 2 milliards attendus donc, de l'écotaxe, il va bien falloir qu'il y ait une décision qui soit prise. En ce qui concerne le Sénat, il y a eu une discussion passionnée et féroce, mais on a trouvé un consensus pour dire on n'arrêtera pas, à travers une enquête, la mise en œuvre possible de l'écotaxe. dont le Sénat s'est prononcé dans des difficultés qu'on avait rarement connues, mais finalement a pris ses responsabilités en disant voilà, il faut donner la possibilité à l'État d'appliquer cette écotaxe. On voit bien qu'aujourd'hui, on en a absolument besoin. Je vais répondre tout de suite, parce que c'est un sujet qui... Inattendu. Non, pas inattendu du tout, parce que c'est vrai que dans le contrat de plan, d'ailleurs, je n'ai pas répondu sur cette question-là, contrat de plan État-région, il y a des financements qui viennent, évidemment, des recettes attendues de l'écotaxe. Il y a eu le débat, il est lointain, le consensus, il est encore plus lointain, et puis il y a eu la responsabilité, et le sens des responsabilités, qui est de moins en moins partagé, sous prétexte qu'il y a une évolution, oui, qui est de moins en moins partagée, parce que je vois que des parlementaires qui ont une conception qui n'est pas une conception prenant toute la mesure de l'intérêt général. De solidarité. Oui, mais et qui dans le même temps demande, et je le comprends, mais demande le financement d'infrastructures. Moi, ce qui m'obsède, c'est comment finance-t-on les infrastructures? C'est mon obsession. Mon obsession n'est pas d'avoir une écotaxe pour l'écotaxe. Mon obsession n'est pas d'avoir à honorer absolument un contrat Ecomove, encore que, en tant que ministre de la République, la signature et la parole de l'État doit amener à une forme de continuité. Mais s'il y a à négocier, renégocier, nous l'avions engagé avant le remaniement, nous le poursuivons, bien évidemment. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition de Frédéric Cuvillier. Le secrétaire d'État au transport était interrogé sur le projet de loi de réforme ferroviaire. Tout de suite, 24 heures Sénat, présenté par Delphine Girard.